Si vous vous promenez aujourd'hui sur l'Agora d'Athènes, vous verrez surtout des ruines. Mais il y a 2400 ans, c'était un lieu vibrant au rythme des négociations et des calculs. Depuis l'Antiquité, rien n'a vraiment changé. La confiance, la ruse et le pouvoir sont les trois piliers de tout système monétaire. Je poursuis donc cette petite exploration de l'histoire de la banque, de la monnaie et de la finance à Athènes. Au cœur de l'Agora, on trouvait d'abord les banquiers, les trapézitae, qu'on appelait comme ça parce qu'ils travaillaient sur des trapézailles, des sortes de tables. Et ils offraient toute la gamme de services financiers de l'Antiquité. Mais c'est à leurs collègues, les Argiramoiboi, désolé pour la prononciation, que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Littéralement, c'était des changeurs d'argent. En grec ancien, argyros signifie argent, le métal argent, et meibo est le verbe changer. Mais ils sont aussi des essayeurs professionnels. Ils pèsent et testent la monnaie. C'était un rôle crucial dans la vie économique de la Grèce antique et de tout le bassin méditerranéen parce qu'ils opéraient l'échange de devises étrangères et donc permettaient le commerce. Donc, que se passait-il quand un commerçant arrivait de Persépolis avec une bourse pleine de darics? La daric, c'était une pièce perse de 8 grammes d'or. Fun fact, on raconte souvent que le mot daric vient de Darius Ier, roi de Perse. Alors effectivement, vers 515 avant l'ère commune, on a bien Darius Ier, fils d'Hystaspès et roi de Perse, suite au renversement du roi Bardiya, qui fait estampiller des mini-lingots de 8 grammes pour en faire des daric-monnaies. Il fera d'ailleurs de même avec l'argent pour en faire des cycles-monnaies. Mais ces mini-lingots étaient déjà appelés des darics. On utilisait le mot comme une unité de poids et on le retrouve dans des contrats financiers bien avant son règne. Si vous voulez creuser un peu l'histoire de la monnaie sous la dynastie achéménide, je vous mets en lien le tome 2 du traité des monnaies grecques et romaines d'Ernest Babelon. Il est consultable en ligne sur le site de la BNF et c'est une source très complète sur une partie des sujets de cette vidéo. Vous pouvez aussi regarder un peu le troisième tome qui comporte de nombreuses planches si vous voulez voir un peu à quoi elles ressemblaient. Alors, en pratique, comme la daric était largement reconnue dans le bassin méditerranéen, le marchand pouvait probablement échanger directement avec. Mais bon, pour l'anecdote, disons qu'il veut échanger ses darics contre des drachmes pour pouvoir faire un peu de commerce localement. Les drachmes, quant à elles, étaient des pièces d'argent, largement utilisées en Grèce. Elles étaient d'ailleurs reconnues aussi pour leur stabilité et leur acceptation dans tout le bassin méditerranéen. Donc, l'Argiramoiboi prend l'une des darics et il la frotte contre sa pierre de touche, qu'on appelle basanos en grec. La sienne étant lydite. C'est une roche sédimentaire très silicieuse, très noire, au grain fin et extrêmement dur. En frottant la pièce, il marque la pierre d'une très fine trace de métal. Comme la pierre est bien noire et la pièce dorée, le contraste est bon, et c'est cette trace qu'il va pouvoir comparer à celle produite par des échantillons de pureté connus qui lui servent d'étalon. Et c'est cette comparaison qui lui permet d'évaluer la composition du métal. Ce n'est pas aussi précis qu'un spectromètre de fluorescence des rayons X moderne, mais avec l'expérience, ils obtenaient à l'œil des résultats fiables à plus ou moins 50 millièmes. Les millièmes, c'est une unité qui exprime combien de parts d'or pur il y a dans 1000 parts de métal. C'est plutôt pas mal, et étant donné les possibilités de la métallurgie antique, il n'était pas forcément utile de faire beaucoup mieux. Fun fact, on peut aussi ajouter la méthode de la langue et du nez. Dès Aristote, on avait bien vu que l'or pur n'a aucune odeur. Alors que le cuivre, par exemple, si. Ce n'est pas bien précis, mais lécher ou sentir une pièce, c'est simple, c'est gratuit, c'est rapide, et ça donne un premier résultat. Autre note, j'ai vu sur le web que les Athéniens utilisaient de l'acide nitrique, HNO3, pour faire une épreuve à l'acide et vérifier la composition d'un métal. Alors, ça aurait été techniquement possible à l'époque, ils savaient ce que c'était que de l'acide, mais pour moi c'est un gros anachronisme, et l'aquafortis, ça me semble plutôt être une technologie médiévale. Mais j'ai réussi ni à confirmer ni à infirmer. Bref, on comprend bien que si ces Argiramoiboi utilisaient des pierres de touche, c'est parce que très vite, après l'apparition de la monnaie battue, les faussaires sont apparus. Et je trouve ça très amusant d'imaginer que le jeu du chat et de la souris entre les autorités et les faussaires qui se joue encore aujourd'hui démarre en réalité dès le commencement de la monétarisation des économies. Et on peut se dire que si un élément d'un système garde une existence constante, quelles que soient ses évolutions dans le temps, c'est probablement que c'en est une partie inhérente et qu'il doit toujours être bien pris en compte quand on essaie de concevoir et de modifier un système monétaire. Autrement dit, quoi qu'on fasse, il y aura des faussaires et des voleurs, et le système doit être conçu pour y résister. D'ailleurs, la fausse monnaie était devenue tellement courante au IVe siècle avant l'ère commune à Athènes que l'hôtel des monnaies assurait la présence permanente de deux esclaves publics qu'on appelait des dokimastes, enfin dokimastai au pluriel puisqu'il y en avait deux, pour vérifier la monnaie en circulation. Il y avait un dokimastes à l'agora, c'est-à-dire le marché, et un au Pirée, qui est le nom du port d'Athènes.
C'est Nicophon qui a proposé la loi sur le monnayage relative notamment à l'approbation de la monnaie et qui l'a fait graver en 375 avant l'ère commune dans une stèle de marbre que les archéologues ont retrouvée en fouillant la zone de l'Agora. C'est une période intéressante de l'histoire athénienne parce que ce sont les années qui suivent la fondation de la Seconde Confédération et que, sous l'impulsion de l'archonte Hippodamas, on remet pas mal de choses à plat. C'est un texte un peu obscur pour nous parce qu'il nécessite pas mal de contexte pour le comprendre vraiment, notamment sur l'esclavage. Alors je vous mets en lien un article de Christophe Fayel qui détaille notamment les discussions de spécialistes du sujet et l'état de l'art de la compréhension du texte, ainsi que celui de Ronald Stroud pour voir à quoi la stèle ressemblait vraiment. Le docimastès était notamment censé démonétiser les pièces en y faisant une large entaille, bien visible, et la loi prévoyait des peines assez lourdes, à la fois pour ceux qui tentaient d'utiliser de la fausse monnaie évidemment, et pour ceux qui refusaient celle qui avait été approuvée par le docimastès. Il est notamment question de monnaie avec une âme qui ne soit pas en argent, c'est-à-dire un cœur en plomb, par exemple, et un extérieur en argent. Étant donné la taille des pièces, c'est assez impressionnant, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on parle de celle-là. C'est ça un drachme athénien. C'est tout fin et tout petit. Alors, je comprends bien comment on peut faire aujourd'hui avec un plaquage par électrolyse une fausse drachme, mais avec les moyens technologiques de l'époque, c'est assez fou. Alors, revenons à nos moutons. Maintenant, et disons que grâce à son expérience, le docimastès, ou directement l'Ardiramun Boy, a déterminé que la pièce est authentique. Il en sélectionne tout de même quelques-unes au hasard dans l'eau pour confirmer son premier diagnostic. Puis, avec le marchand perse, ils s'accordent sur un taux de change. Ils prennent 22 drachmes pour une darique, et ils procèdent à l'échange. L'interaction est donc terminée. Mais alors, pourquoi 22 ? Premièrement, le ratio entre les prix de l'argent et de l'or jouait un rôle crucial. La valeur d'une pièce était en grande partie déterminée par son contenu en métal et par son poids. Comme pour la darique, il faut bien comprendre que la drachme était initialement une unité de poids, et pas une unité monétaire. Donc les échanges se faisaient quand même plus avec une balance qu'avec un livre de compte. Dans l'Antiquité, un poids d'or a pu valoir de 2 à 20 fois un même poids d'argent. On a un superbe travail de James Ross et de Lee Bettany sur la valeur relative de l'or et de l'argent dans l'Antiquité. Je vous mets ça en lien. Ils ont collecté plus de 200 points de données sur toute l'Antiquité, de Rome au Moyen-Orient, avec des ratios d'échange. On peut y voir qu'entre 300 et 350 avant l'ère commune en Grèce, ce ratio était d'environ 10, alors qu'il était entre 12 et 16 sous Périclès par exemple. Ce ratio variait surtout en fonction de la disponibilité relative des métaux et en fonction des événements historiques, comme le début de l'exploitation intensive des mines du Laurion par Athènes. Alors, c'était une vraie boucherie. Sous Périclès, on parle quand même de 15 000 esclaves qui travaillaient en permanence dans les mines et qui ne survivaient pas plus de quelques années aux conditions de travail absolument dantesques. Mais ils ont tout de même sorti environ 3500 tonnes d'argent du sol pendant l'époque classique. Et c'est clairement un des instruments de la domination athénienne sur le monde grec et une des raisons qui a tellement bien assis le drachme dans l'histoire qu'il faut attendre l'adoption de l'euro par la Grèce en 2003, après 2500 ans, pour que cette monnaie tombe en désuétude. Donc, si un poids d'or était évalué à 10 fois le même poids d'argent, une darique de 8 grammes d'or équivalait à 80 grammes d'argent, soit environ 20 drachmes de 4 grammes. Mais on n'est toujours pas à 22. C'est parce que le pouvoir économique, politique et militaire affectaient les taux de change. La santé économique et la puissance militaire et diplomatique d'un pays jouaient un rôle significatif. Si la Perse était prospère au moment où Athènes connaissait des difficultés, la darique était plus valorisée que la drachme. Et inversement. Ça ressemble à la façon dont la stabilité économique mondiale affecte aujourd'hui les cours des devises. Donc la monnaie était effectivement valorisée en raison de sa composition et de la puissance de l'autorité émettrice. Parce qu'une monnaie qui pouvait être acceptée comme paiement dans une plus grande partie du monde connu, notamment parce qu'elle pouvait ultimement servir à payer des impôts au roi local, avait plus de valeur. Une darique estampillée et légale valait un peu plus qu'un morceau d'or du même poids. La drachme athénienne, avec sa chouette, sa tête d'Athéna et son sigle Alpha Theta Epsilon, représentait une forme d'expression politique et d'identité civique, avec toute une valeur symbolique attachée. Mais ce 22 était valable à Athènes. On pouvait tout à fait avoir un cours différent dans une autre ville. Alors ce principe ressemble au marché de change moderne, mais en pratique, on en est très loin pour des questions de temporalité et de fluidité. Aujourd'hui,
on a des traders dont le métier est de regarder partout dans le monde, en permanence, à combien les devises s'échangent. Combien d'euros pour un dollar, par exemple. Et si la Deutsche Bank offre un taux plus intéressant que la Barclays, ils vont les acheter à l'une pour les vendre à l'autre. On appelle ça des cambistes. Et comme tout est informatisé et automatisable, ils peuvent le faire très rapidement et à une très grande échelle. Donc toutes les institutions financières aujourd'hui sont plus ou moins contraintes par les cambistes d'offrir des taux de change très proches. Mais vous ne pouvez pas matériellement faire le même type d'arbitrage quand le taux plus intéressant est à Corinthe, que vous êtes à Athènes et qu'il faut 3 jours de marche pour aller faire changer votre argent. Donc, il ne faut pas faire d'anachronisme là-dessus et ne pas oublier que les conditions technologiques et matérielles comptent énormément et que la monnaie était un flux avant tout physique et pas essentiellement informationnel comme aujourd'hui. De manière générale, il faut toujours faire attention aux anachronismes et bien avoir en tête ces biais quand on essaie de comprendre le fonctionnement des économies du passé. Les règles sont tellement arbitraires et tellement dépendantes du contexte qu'on peut vite faire des contresens. Ce n'est pas comme pour l'histoire des techniques où on peut reproduire un moteur ou reproduire une technologie et où il n'y a pas un milliard de façons de faire possibles. On peut prendre l'exemple du décret des normes. C'est une loi importante pour le monde grec qui a été votée par l'Ecclésia athénienne, c'est-à-dire l'Assemblée du peuple, du moins des hommes libres en âge de voter. Et dont l'objectif principal était vraisemblablement de prendre des mesures financières techniques pour faciliter la collecte des taxes et le commerce dans l'ère d'influence d'Athènes. Comme toutes les lois de ce type, elle était gravée sur une stèle, affichée dans l'agora, et il en était fait des copies à envoyer dans toutes les villes concernées. Je vous mets un lien vers une photo d'un fragment pour que vous puissiez voir ça. On en a trouvé dans 7 villes différentes, de la Macédoine aux îles Égéennes. Si vous les cherchez, ce sont les IG I3 1453 de A à G. C'est une classification allemande de l'Académie de Berlin-Brandebourg, où IG signifie Inscriptiones Graecae, en latin pour faire plus classe, j'imagine. Où I signifie que ce sont les inscriptions venant de l'Attique, et 3 que c'est la 3e édition, c'est-à-dire à partir de 1980. Et 1453 est le numéro de l'inscription. Les lettres A à G sont là parce qu'on a plusieurs copies de la stèle. Enfin, du moins plusieurs jeux de fragments, parce qu'on n'en a aucune copie complète. Il est tout à fait possible qu'on en retrouve d'autres, qui seront alors les lettres H, I, J, etc. Bref, ce décret des normes a une interprétation classique, qui a été formulée à la fin du XIXe siècle par Heino Friedrich Richard Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, on en a un peu plein la bouche, qui était un philologue allemand bien de son temps. Il faut se rappeler que le 4 décembre 1871, le chancelier Bismarck fait voter par le Reichstag la première loi monétaire prussienne, notamment pour créer le Mark-Or et démarrer l'unification monétaire de l'Allemagne. Elle sera complétée par les lois de 1873 et 1875 pour imposer le mark, supprimer les autres monnaies et créer la Reichsbank. Mais pour Wilamowitz-Moellendorff, tout ce qui ressemble à une loi monétaire a un objectif plus ou moins impérialiste et unificateur. Comme le décret des normes parle de monnaie commune pour les impôts, il imagine par exemple que les autres cités-États n'ont plus le droit de battre monnaie. Et ça fait sens dans son contexte. L'unification monétaire allemande a notamment fait disparaître les 7 monnaies locales et les 33 banques d'émission qui existaient auparavant. Sauf que il n'y a pas vraiment de preuve de ça. Je vous mets en lien un article de Selene Psoma de 2024 où elle examine les preuves archéologiques et met en évidence 3 choses. D'abord, une absence de preuves numismatiques solides d'une interruption de la frappe monétaire dans les cités alliées, avec un nombre de pièces retrouvées qui ne varie pas. Ensuite, des trésors monétaires qui ne montrent pas de circulation massive des chouettes athéniennes dans l'Empire. Et enfin, les documents financiers athéniens mentionnent rarement les monnaies étrangères. Pour elle, le décret visait à standardiser la conversion des monnaies étrangères en standard attique pour faciliter le paiement du tribut et de la nouvelle taxe commerciale, sans interdire la frappe locale. Et c'est une nuance capitale qui a très rapidement fait son chemin. Donc, attention aux anachronismes. Enfin bref, ce que nous raconte cette histoire des Argyramoboy, des Dokimastai et du décret des normes, c'est que la monnaie n'a jamais été une affaire de métal ou de chiffres. C'est avant tout une construction sociale, un équilibre fragile entre la confiance, le pouvoir et la technologie. À Athènes, comme aujourd'hui, les règles monétaires ne tombaient pas du ciel. Elles traduisaient un contexte, des rapports de force, des ambitions politiques et parfois des peurs collectives. Et si l'on ne devait retenir qu'une seule leçon de tout ça, ça serait celle-ci. Chaque système monétaire finit toujours par refléter les valeurs et les contradictions de la société qu'il a créée.
Comprendre la monnaie, c'est donc au fond comprendre la manière dont une civilisation se pense elle-même. Et une réflexion sur notre système actuel, en essayant de comprendre nos propres biais, pourrait parfois aider à avancer sur certains sujets. Et voilà, c'est tout pour cette fois. À bientôt.